Eh bien, chers camarades de l'IHEDN, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Alors, nous sommes à nouveau en configuration hybride pour ce 7e rendez-vous d'Athéna. Et comme toujours en hybride, il y a quelques courageux qui se déplacent en salle et un public nombreux qui se connecte à distance. Alors, quand je dis public nombreux, nous attendons à peu près 80 connectés. Donc, en général, ça monte crescendo quand ça se produit. Nous avons l'honneur, donc je suis Valérie Berthaud, présidente de l'association 3AED-IHEDN, Armement économique défense de la session nationale de l'IHEDN. Et nous travaillons en partenariat avec l'Association de l'armement terrestre et ce soir spécialement avec l'association Souveraineté numérique et cybersécurité. Alors, notre thème de la soirée, eh bien, c'est la gendarmerie face aux cybermenaces et c'est la création de ce qu'on appelle le COM Cybergend. J'espère que j'ai bien dit. Le colonel Barnabé Watin-Augouard nous fait le plaisir d'assurer cette conférence. C'est un grand expert puisque, colonel, vous êtes chef de la division proximité numérique au COM Cybergend, c'est-à-dire le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Vous avez fait l'école navale, vous êtes un marin comme un certain nombre d'entre nous, et vous êtes spécialisé dans la détection électromagnétique. Vous êtes resté 7 ans dans la marine avant et vous avez exercé plusieurs commandements à terre, en mer, et vous avez rejoint la gendarmerie et bien entendu la gendarmerie maritime. Ensuite, vous avez rejoint le secrétariat de la mer et vous avez été à cette occasion l'adjoint au chef de la majeure de la session nationale cyber et souveraineté numérique. Donc, grand expert, vous connaissez bien la maison, mais je dirais, vous faites un petit peu exception. Vous avez accompagné la session nationale. Vous ne l'avez pas encore faite, mais ça ne saurait tarder. Colonel, c'est un grand plaisir de vous accueillir et de vous passer la parole pour cette conférence qui s'annonce passionnante. The floor is yours. Thank you. Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, merci tout d'abord de m'accueillir et puis de me donner l'occasion de présenter la gendarmerie face aux cybermenaces devant vous. Alors, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de revenir à la l'IHEDN que j'ai quitté il y a un an. Enfin, j'ai l'impression de jamais la quitter parce que régulièrement, je suis sollicité par les diverses associations et même l'IHEDN en tant que telle. Je vous propose de balayer avec vous pendant on va dire une petite heure un petit peu ce qu'envisage la gendarmerie quand elle parle de cybermenaces. Et on va laisser après un temps d'échange pour que je puisse répondre à vos questions. Alors d'abord, quand on parle de cybermenaces, on va penser tout de suite cybercriminalité. Je pense que c'est important déjà je dirais en guise un peu d'introduction, de voir de quoi parle-t-on, de quoi on parle. On fait souvent un petit peu l'amalgame cybersécurité, lutte contre la cybercriminalité. On voit les notions de sécurité des systèmes d'information qui pointent derrière. On pense aussi à la notion de cyberdéfense. Et c'est vrai que globalement, ce sont des termes qui sont parfois utilisés de façon assez équivalente, même si on voit bien que ce n'est pas la même chose, mais on utilise souvent les termes équivalents. Même parfois à l'IHEDN, on parle bien de la session souveraineté numérique et cyberdéfense, ce qui me fait parfois bondir parce qu'on pourrait dire mais c'est uniquement cyberdéfense. Non. Je vous propose de repartir un petit peu de la définition de l'ANSSI, ce que c'est que la cybersécurité. Alors souvent, la définition que tout le monde on a l'acceptation que tout le monde en a, c'est voilà, la cybersécurité, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose qui va viser à protéger mes systèmes d'information et on est très souvent, en fait, principalement focalisé, je dirais, sur la sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI définit la cybersécurité comme un état. Et ça, c'est très intéressant. Je suis en cybersécurité, comme je pourrais dire, je suis en sécurité. Alors, c'est pour ça que j'ai préparé un petit triangle. J'aime bien prendre en comparaison le triangle du feu. Alors, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous le connaissent, mais c'est ce qu'utilisent beaucoup les pompiers. Voilà, pour avoir un feu, il faut une source de chaleur, on va dire une flamme. Il faut un comburant, bon, bah, on va dire c'est l'oxygène, et puis un carburant, bon, on va dire par exemple le papier. Et on voit bien que
si j'ai ces trois éléments réunis, j'ai de grandes chances d'avoir un feu. Si je rapproche une flamme d'un bout de papier, il y a de grandes chances que mon papier prenne feu. Et en même temps, si je veux lutter contre un feu qui a eu lieu, eh ben, je vais essayer d'éliminer un de ces trois facteurs. C'est le cas, par exemple, on supprime l'air pour éventuellement éteindre le feu, on refroidit, on supprime les flammes, ou, comme le font très souvent les pompiers, on déblaye pour éviter qu'il y ait encore des choses à brûler. Et c'est pour ça que quand je vous parle de cybersécurité et je mets au centre une cyberattaque, il faut bien évidemment un attaquant, une vulnérabilité, des vulnérabilités. Alors, on pense souvent aux vulnérabilités des logiciels, aux vulnérabilités techniques. Ce service, c'est vraiment l'élément important, notamment pour un cybercriminel, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, quand on voit l'ensemble de ces éléments, on voit bien que si on élimine un des éléments, il n'y a pas de cyberattaque. Alors, éliminer, quand je dis éliminer, retirer de l'équation, je dirais, le cyberattaquant, c'est essentiellement le boulot des policiers et des gendarmes, mais pas que, éventuellement des services de renseignement quand les cyberattaquants sont de nature, je dirais, plus étatique, comme vous vous en doutez. Les données, alors on peut toujours dire, on revient au tout papier, on supprime tout ce qui est réseau et on n'aura plus aucune chance d'avoir une attaque sur notre système de données, qui soit stocké en flux, etc. Alors, c'est d'ailleurs une réflexion intéressante. Vous savez que maintenant, on n'a plus de problème de stockage de données. C'est plus notre sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand on avait une petite disquette de 5 pouces, 1 quart, on cherchait quel fichier on allait effacer pour en sauvegarder un autre. Maintenant, on garde tout, toutes les versions. On se dit que ça nous servira toujours. Force est de constater qu'en général, on n'en a pas besoin. En revanche, pour un cybercriminel, c'est toujours intéressant de récupérer l'intégrité de l'historique des données dont on dispose. Supprimer les vulnérabilités, alors ça, c'est bien évidemment ce qu'on essaye de faire. Alors, dans la partie logicielle, matérielle, vous savez qu'il y a la partie des mises à jour, et j'espère que vous faites vos mises à jour, mais vous ne vous rendez pas compte du nombre de cas où on a des attaques qui ont lieu parce qu'il n'y a pas eu la mise à jour. Dès qu'on a, je dirais, un pilier qui s'effondre, le pack est un peu moins fort, mais le pack continue. Nous, en fait, c'est une chaîne. Vous pouvez avoir les meilleurs maillons de la chaîne, les plus solides possibles. Il suffit qu'il y ait un maillon qui soit plus faible que les autres, qui casse, et votre notion de sécurité s'effondre. Et c'est la sécurité des systèmes d'information. On va être à chercher un petit peu à combler ces vulnérabilités par rapport aux données qu'on a protégées, ce qui fait que derrière, il y a forcément un aspect financier. Quand vous avez une toute petite TPE, PME, ce n'est peut-être pas la peine d'investir dans des firewalls d'une marque célèbre, même si j'ai vu certaines communes équipées avec ce type de firewall, par exemple. Quand vous intéressez ce que va chercher l'attaquant par rapport aux données, là, vous allez faire de la lutte contre la cybercriminalité. C'est un petit peu l'objet de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et quand vous voyez un peu l'interaction entre l'attaquant et les vulnérabilités qu'il exploite, vous faites de la cyberdéfense. La cyberdéfense, on a toujours cette notion, c'est étatique et même c'est militaire. Bon, il y a même au niveau étatique, il y a une cyberdéfense civile, notamment c'est ce que fait l'ANSSI. Mais la cyberdéfense, elle s'applique à une organisation, une entité. Alors, on enlèvera la capacité d'agir qu'ont notamment nos militaires ou nos services de renseignement dans une partie offensive, mais tout le reste de la partie, je dirais, détection et réaction face à une tentative d'attaque, ça s'applique bien évidemment à l'ensemble des entités. Vous avez donc cette première définition de cybersécurité. On voit que la lutte contre la cybercriminalité est un des éléments de la cybersécurité globale. Alors, quand on parle de lutte contre la cybercriminalité, on dit toujours, qu'est-ce que vous mettez derrière la cybercriminalité? Alors, si on veut avoir une acceptation très, très large, en disant à chaque fois qu'il y a quelque chose de numérique, c'est de la cybercriminalité, donc toute la délinquance, toute la criminalité est cyber, puisqu'il n'y a plus une affaire aujourd'hui où on ne va pas exploiter à un moment donné un téléphone, un ordinateur, une montre connectée, un GPS, et j'en passe et des meilleurs. Non, on va essayer quand même effectivement de réduire un petit peu notre champ d'action. Et notre champ d'action, comme vous le voyez, s'articule autour de deux grandes familles. La première famille alors avec un terme français, le STAD, les systèmes de traitement automatisé de données. Pour une fois qu'on a un terme en français, il faut reconnaître qu'il n'est pas forcément très agréable à comprendre. Mais en fait, l'attaque à un système d'informatique en tant que tel. Donc là, on vise réellement un serveur, un réseau au sens large. Et puis tout ce qui est peut-être aux confins d'une criminalité normale,
mais tout ce qui est facilité grandement ou accéléré, je dirais, par l'utilisation notamment du réseau Internet. Alors, vous avez bien évidemment toutes les escroqueries. Alors, je pense que vous en avez tous été, alors j'espère pas victimes, mais au moins des tentatives. Hein. Vous avez certainement reçu peut-être une convocation du directeur général de la gendarmerie qui vous accuse des pires maux de la terre. Vous avez certainement votre caisse d'assurance maladie qui vous dit il faut absolument que vous renouvelez votre carte vitale. Et puis l'escroquerie qui arrive en grande force, je dirais, qui a tendance à devenir top numéro 1 en ce moment. Vous avez la mise en place des zones à faible émission, et bien évidemment, on vous propose la nouvelle vignette critère. Même pour certains, on vous dit, vous avez une vignette critère 3, si vous payez 99 €, vous avez la vignette critère 2, ça ne choque personne. Certain nombre de personnes se font quand même avoir, ils ne reçoivent jamais la vignette critère, et parfois même, pensant payer 99 €, ils payent 990 €. Et ça, c'est quand on est un peu rapide à cliquer sur la validation du paiement. L'autre aspect auquel on pense assez souvent, c'est tout ce qui est atteinte aux personnes. Alors, on pense bien évidemment tout ce qui est cyberharcèlement, haine en ligne. Je dirais que là, le phénomène non seulement est décuplé par le principe de pseudo-anonymat, il est également décuplé parce que dans la vraie vie, je pense que beaucoup de gens ne disent pas ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, sur un forum, dans un échange, ce qu'ils diraient à la personne en face, notamment en présence d'autres personnes. Et puis, quand on parle d'atteinte aux personnes, malheureusement, on parle aussi de ce qui est un peu le canal historique, je dirais, de ce que nous, on recherche sur le réseau des réseaux, et alors surtout sur la partie immergée, le darknet, hein, tout ce qui est pédopornographie. Vous savez que voilà, s'il y a bien quelque chose qui prolifère énormément sur le darknet, c'est toutes les images pédopornographiques. Alors, on pourrait se dire les images en soi, c'est détenir des images, c'est une chose, mais à partir du moment où il y a des images, c'est que forcément il y a eu un moment, il y a eu des mineurs qui ont été victimes. Et puis la dernière partie, c'est un petit peu, alors je ne veux pas critiquer Amazon, mais c'est un peu l'Amazon du crime qu'on retrouve sur ce darknet. Amazon du crime, où vous retrouvez tout ce qu'on peut imaginer d'illégal, hein, des contrefaçons, des armes, des cigarettes, des faux médicaments, bien évidemment des stupéfiants, l'ensemble des données qui ont été piratées, des numéros de carte bleue, etc. Et puis des choses un peu plus, je veux dire, un peu plus trash, hein, également, des personnes, hein, de la traite des êtres humains qui se fait sur le darknet. Voilà ce que je veux dire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de voir un petit peu quel est le constat actuellement. Nous, la gendarmerie, on ne constate que ce qu'on nous rapporte. Alors, ça paraît, je dirais, trivial, mais il y a une estimation qui a été faite par nos services et puis en partenariat avec l'INSEE, c'est que dans le domaine cyber, on aurait une plainte déposée pour 250 faits. Donc, vous voyez qu'on est certainement très loin de la réalité. Alors, très loin de la réalité parce que peut-être que les gens considèrent que c'est pas si grave que ça. On le voit notamment dans tout ce qui est haine en ligne, etc. Il y a le degré le seuil de saturation de chacun qui est pas forcément le même, alors que potentiellement il y a quand même des infractions qui sont commises. On le voit pour les rançongiciels, hein, malheureusement. Alors, je sais que la doctrine aurait tendance à évoluer sur l'aspect, je dirais, paiement des rançons, même si je pense qu'il est toujours déplorable, à mon avis, de payer une rançon, et je vous expliquerai peut-être un petit peu pourquoi plus tard. Le principe, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, payent une rançon, alors qu'ils sont peut-être des rançons assez faibles, hein. On estime, d'après les statistiques qu'on a, la rançon médiane, c'est 6 400 €. C'est pas énorme. Alors, c'est médiane, ça veut dire que vous en avez la moitié qui est en dessous, l'autre moitié qui est au-dessus, sachant que plus la rançon est haute, moins les gens ont tendance à nous dire combien était la rançon, surtout s'ils l'ont payée. Et vous dites bien que quelqu'un qui a payé la rançon a ce sentiment de, en fait, je me suis fait avoir, mais l'affaire est réglée, entre guillemets. Je n'ai plus à me soucier du reste. Et puis, a priori, je me ferai pas avoir une deuxième fois, ce qui malheureusement parfois arrive parce que quand on est bon client et qu'on paye, on peut être très tentant pour un cybercriminel de repartir à la charge. Nous, on constate, à peu près on a 113 000 procédures l'année dernière. Alors, 113 000, ça vous dit peut-être rien. C'est quasiment 9% de la délinquance qu'on constate. Donc, on est déjà quasiment, pas loin de 10% de la délinquance constatée par la gendarmerie et sur Internet.
avec une augmentation voilà, de 24%. On était déjà sur une augmentation de 21% l'année d'avant. On est sur un phénomène croissant qui marche très bien, très bien. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de victimes déclarent de plus en plus être victimes d'entreprises, d'entreprises qui déclarent être victimes. On se doute bien qu'en plus, il y a cette fameuse omerta et qu'on ne sait absolument pas tout. Et qui est intéressant, c'est de voir le coût global de la cyberdélinquance au niveau mondial, c'est estimé à 6 000 milliards. Alors, quand je vous dis 6 000 milliards, bon, déjà, la somme paraît colossale, mais il faut qu'on essaie de comprendre ce qu'il y a dedans. Et dans ces 6 000 milliards, vous avez 1 500 milliards de revenus pour les cybercriminels. Et quand je dis 1 500 milliards de revenus pour les cybercriminels, vous en avez un peu plus de la moitié. C'est effectivement la revente de produits illicites sur le darknet. Donc effectivement, c'est vraiment le gros du business. Maintenant, c'est un business. Je vous parle de chiffre d'affaires, je vous parle pas de bénéfices pour le cybercriminel, parce que derrière, si vous vendez des armes, il faut bien les avoir achetées. Si vous vendez des stupéfiants, il faut bien les avoir achetés. Il y a bien quand même un delta important. Là où on estime, en revanche, que les rançons ne rapporteraient qu'1 milliard aux cybercriminels. Alors, on dit 1 milliard, c'est une estimation, c'est peut-être pas 1, c'est peut-être 10, c'est peut-être 100. En revanche, voilà, ce qu'on voit, c'est que c'est pas la majorité. Pourquoi? Parce que la majorité des rapports financiers, des gains financiers, elle se fait par la revente de données. Alors que ce soit des données à caractère personnel ou des données du secret des affaires, de propriété intellectuelle, etc. Alors, souvent, les gens se disent, oui, en revente de données, on s'imagine très facilement, c'est quand on revend un numéro de carte bleue. Alors, votre numéro de carte bleue, mon numéro de carte bleue, en fait, sur le darknet, il vaut j'allais dire $20, mais en fait, maintenant, on va dire 20 euros. Ça vaut 20 euros, ça paraît très peu, mais c'est un numéro qui est très, très volatile. À partir du moment où la personne a fait opposition, le numéro ne sert absolument plus à rien. Et ce qui fait que, voilà, il y a souvent, quand les gens suivent leur compte, une ou deux, trois opérations qui ont le temps d'être faites et après le numéro ne vaut plus rien. Maintenant, vous avez des numéros qui ont une valeur assez importante, notamment quand il est associé potentiellement à un mot de passe. Je pense notamment à votre numéro de sécurité sociale qui permet de vous connecter à France Connect. D'ailleurs, j'invite l'ensemble de ceux qui nous écoutent et vous ici d'aller voir un petit peu tout ce que vous pouvez récupérer sur vous quand vous vous connectez à France Connect. Et ça vous montrera que, au grand Dieu jamais, il ne faut donner ce numéro de sécurité sociale et le mot de passe qui est associé. Alors souvent, les gens disent, ouais, j'ai pas donné le mot de passe. Alors, pour peu que le mot de passe soit le même que sa boîte mail, etc., et que la boîte mail ait été piratée, on peut très rarement avoir un certain nombre d'informations. On se rend pas compte, mais vous avez fait à un moment peut-être un changement de bureau de vote, eh bien vous avez forcément mis votre carte d'identité pour faire cette opération en ligne, qui est simplifiée avec cette opération en ligne. Un cybercriminel peut déjà récupérer votre carte d'identité. Vous vous connectez sur le compte Amélie de la personne, vous récupérez un certain nombre d'informations, notamment par exemple le numéro de carte bancaire, le numéro d'IBAN, dont une partie est grisée par des X. C'est pas très grave, il suffit d'aller sur le numéro, sur le compte des impôts, avec le même identifiant mot de passe. Vous aurez aussi le numéro d'INBAD. Il se trouve que les numéros grisés ne sont pas les mêmes, donc ça permet de reconstituer assez facilement un numéro d'IBAN. Avec un numéro d'IBAN, je fais un RIB. J'ai un RIB, j'ai votre carte d'identité. Je commence à pouvoir ouvrir un compte et perpétrer un certain nombre d'informations. Vous me direz, je peux même créer une ligne téléphonique à votre nom. Pour ça, j'aurais besoin certainement d'un justificatif de domicile, j'aurai accès à votre avis d'imposition, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut très bien, sans le savoir, être le nouvel auteur d'un certain nombre d'infractions qui sont menées derrière. Alors, quand on a dit ça, on se dit après, face à tout ça, les gens devraient quand même se rendre compte qu'il se passe quand même quelque chose d'important. Et en fait, on se rend compte que la prise en compte, alors, j'ose espérer pas dans les entreprises qui ont suivi la session armement, économie de défense ou souveraineté numérique et cybersécurité, mais on se rend compte que dans l'ensemble du tissu, je dirais les forces vives de la nation, peut-être les TPE, PME, voire un certain nombre de TI, dans les collectivités territoriales, et alors là, quelle que soit la taille, mais parmi l'ensemble des établissements de santé, je pense que vous en avez entendu parler, la prise de conscience n'est pas là. Alors, elle n'est pas là parce que on a ce phénomène un petit peu de tant que je n'ai pas été victime,
ou tant que mon entourage n'a pas été victime, je ne me sens pas concerné. Mon secteur n'est pas un secteur qui intéresse. Je suis trop petit. On entend souvent, je suis à la campagne. On voit bien que tout ça, pour un cybercriminel, ça n'a pas de sens. Des secteurs, je pense que vous en entendez régulièrement parler. Des entreprises dans des secteurs, alors qu'ils ne sont pas forcément des secteurs en pointe, mais dans de la lingerie ou de l'agroalimentaire sont aussi touchés. Le cybercriminel ne s'intéresse pas forcément à la partie espionnage qu'on pourrait imaginer. Ce qui l'intéresse, c'est récupérer de l'argent. Récupérer de l'argent. À partir du moment où il y a une entreprise, potentiellement, il y a de l'argent. À partir du moment où il y a une collectivité territoriale, il y a potentiellement de l'argent, même si la collectivité territoriale ne pourra pas payer la moindre rançon, mais ça, ils ne connaissent pas forcément les règles de comptabilité publique française. Ça, c'est un aspect. Et on est vraiment confronté à ces difficultés-là et que malheureusement, nous, on constate, hein, notamment pour les collectivités territoriales, celles qui sont le mieux préparées sont en général celles qui ont déjà été victimes. Nous, on a fait, je vous en parlerai peut-être un petit peu, mais je peux en parler tout de suite maintenant. On a fait une sorte de pré-diagnostic élémentaire. Alors, on a pris des pincettes parce qu'on ne veut pas parler d'audit. On rentre pas dans le cœur de la machine, mais on a essayé de développer un petit peu une sorte d'échange avec les collectivités pour balayer l'ensemble des éléments qu'on peut considérer importants pour leur cybersécurité. Alors, ça va de la partie organisation, mais leur relation avec les prestataires, le RGPD, etc., pour voir un peu quel était leur niveau de maturité. Alors, on se rend compte de différents points à la fois rassurants. Globalement, la partie sécurisation est prise en compte parce que ça fait partie des choses qui sont clairement prises en compte dans la conception d'un système. En revanche, tout ce qui est préparation à une crise, avec la meilleure protection du monde, on n'est pas à l'abri d'être attaqué. Là, on est proche en général du néant. On a toujours des plans pour tout ce qui est lutte contre l'incendie, la perte d'une machine pour une entreprise dans un système d'exploitation. Quand il s'agit de faire face à une crise cyber, où là, on est dans un phénomène de sidération et on n'a plus accès à rien, c'est souvent dans ces moments-là qu'on rencontre les difficultés. Et cet outil, on a profité pour faire une petite remontée statistique, je dirais, de ce qu'avaient déjà vécu les communes, sans leur demander s'ils avaient porté plainte ou pas d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est en phase de test et on va le généraliser très prochainement. On a fait plus de 200 communes. Alors, ça va de 117 à 22 000 habitants, donc ça donne déjà un panel assez large. Sur ces plus de 200 communes, on a déjà un tiers qui ont été victimes d'une cybermenace au sens large. Et dans ces victimes, 40%, c'est victimes d'un rançongiciel. Donc, le rançongiciel n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Et la plus petite commune qu'on a recensée qui a été victime d'un rançongiciel, c'est 200 habitants. Alors, derrière, on nous dit, oui, 200 habitants, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Enfin, il y a quand même 200 personnes dont potentiellement toutes les données d'état civil, de fiscalité, peut-être d'affaires sociales sont potentiellement dans la nature et vous vous rendez compte qu'il y a potentiellement 200 personnes qui seraient de nature à se poser les questions. En parallèle, on se rend bien compte que là, je ne sais pas si vous voyez bien, on découvre actuellement 50 vulnérabilités nouvelles par jour. Quand je dis ça, on découvre 50 vulnérabilités nouvelles, c'est des vulnérabilités qui sont annoncées par les éditeurs de logiciels. On était encore à 25 vulnérabilités il y a quelques années, mais on est dans un système et on parle que des logiciels, je dirais, communs, hein, on ne parle pas de choses très précises. Les vulnérabilités explosent parce que les systèmes explosent et ces vulnérabilités sont tout de suite exploitées. Alors souvent, et ça c'est un point qu'on note dans les entreprises ou dans les collectivités, souvent on se dit la cybersécurité d'un système que je mets en place, j'y pense, mais j'y penserai après. Bon, quand vous avez 50 nouvelles vulnérabilités par jour et qu'en parallèle, on a une estimation mondiale, c'est une attaque par rançongiciel toutes les 11 secondes à travers le monde. Vous voyez bien qu'on n'a pas tellement le temps de préparer son petit coup d'après pour préparer sa cybersécurité. Et bien évidemment, un élément très important pour l'explosion de cette menace, c'est l'interconnexion de plus en plus grande de tous les systèmes, de l'abandon du tout papier, hein, et on ne reviendra pas en arrière, c'est très bien, mais tous les systèmes sont interconnectés. Quand j'attaque une petite commune de 200 habitants, je suis potentiellement en lien avec son intercommunalité, mais je suis peut-être en lien avec un service de distribution de l'eau, et vous voyez qu'avec un effet cascade, on peut arriver à quelque chose d'assez impressionnant. Alors,
vous allez dire, alors, du coup, la gendarmerie, que fait la gendarmerie en la matière? Il a été décidé par le directeur général l'année dernière de créer un unique commandement, le ComCyberGend, qui regroupe l'intégralité des fonctions de lutte contre la cybercriminalité au sein de la gendarmerie. Alors souvent on dit bon, mais avant vous faisiez rien. Non, enfin nous, nos premières unités qui font de la lutte contre la cybercriminalité, ça remonte à 1992. Donc on avait déjà un petit peu anticipé le sujet, mais effectivement on était un petit peu répartis dans diverses directions, diverses entités. Et il était important pour la gendarmerie, voilà, de partir sur ces 4 grandes lignes directrices, d'être cohérent, d'être plus performant, d'être plus lisible et surtout d'être plus simple et d'être capable d'avoir un système intégré. Alors l'ensemble des missions qui ont été confiées à la gendarmerie concernant la cybercriminalité balaye, je dirais, l'ensemble du spectre qu'on peut attendre d'une force, je dirais, de sécurité intérieure. On commence par l'aspect prévention. Tout ce qui va être prévention, on aura peut-être l'occasion de développer un petit peu ce qui est fait. Le cœur du métier, il faut quand même le dire, c'est un peu le travail des policiers et des gendarmes, la partie investigation, mais également toute la partie expertise technique. L'expertise technique, alors qu'on met, ça souvent c'est un peu ce que les gens pourront nous reprocher, on ne les met pas au profit de la réparation des systèmes d'information des victimes, mais au profit de la preuve et d'être capable de retrouver les auteurs. Alors cette expertise, elle s'applique bien évidemment sur le tout venant maintenant de tout le monde, c'est d'être capable d'exploiter un ordinateur, d'exploiter un téléphone, mais c'est aussi d'être capable d'exploiter tout ce que on découvre de jour en jour en termes de numérique connecté. Ça va être une montre connectée, ça va être votre GPS, ça va être votre système multimédia embarqué sur votre véhicule, peut-être pourquoi pas un système de contrôle d'une machine ou d'un outil de production. Ça, c'est la partie un peu diversité de tout ce qui existe. Et l'autre aspect important, c'est d'être capable d'essayer de récupérer l'information, quel que soit l'état dans lequel on récupère le matériel. Et vous vous doutez bien qu'un cybercriminel qu'on arriverait à interpeller, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de détruire ses disques durs, alors par l'eau, par le feu, par le marteau, tout ce qu'on veut. Et le but, c'est d'essayer de récupérer un maximum d'informations. Alors, je dis pas qu'on arrive à récupérer tout, mais on est capable, quel que soit entre guillemets l'état, d'essayer de récupérer un prime d'information et de pouvoir poursuivre en la matière. Et puis une dernière partie, alors que je dirais qui peut paraître comme ça un peu anecdotique, mais c'est toute une partie partenariat qui est vraiment indispensable dans le domaine du cyber. Alors je voulais pas montrer, mais je pense que vous aurez l'occasion de le voir sur. Alors maintenant c'est sur le site de l'IHEMI, mais c'était l'INEGI qui l'avait fait à l'époque, qui avait fait un très beau schéma sur l'écosystème cyber en France, où on voit bien voilà l'écosystème cyber en France, un peu comme on aime beaucoup le faire en France, c'est quelque chose qui peut paraître très compliqué, et on a l'impression que beaucoup de personnes font la même chose que d'autres, et en fait on se rend compte que la menace est tellement importante qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde, sachant que chacun a des répartitions de missions très particulières, voilà, entre ce que va faire, je dirais, les armées et les services de renseignement, voilà, on est plutôt sur la partie cyberdéfense, avec notamment des notions de lutte informatique offensive, là où l'ANSSI va être vraiment focalisé sur la partie sécurité des systèmes d'information et protection cyberdéfense des opérateurs d'importance vitale. Et puis vous avez toute la sphère que j'appellerais gendarmo-policière ou policio-gendarmique, mais à laquelle j'associe bien évidemment les douanes, où nous, on est vraiment à lutter contre la cybercriminalité en propre. Au-delà de ces 4 grandes missions que j'ai évoquées, on utilise ce qu'on a toujours utilisé en gendarmerie, c'est un peu notre principe pyramidal. Alors, j'utilisais beaucoup le système des poupées russes. Au moment, c'est peut-être pas forcément le terme le plus adéquat, mais disons notre principe de subsidiarité, voilà, puisque on est capable d'intervenir. Vous voyez, on a un réseau avec 8000 cybergendarmes qui sont sur l'ensemble du territoire. Alors territoire à la fois, certes la métropole, mais également outre-mer, parce que l'outre-mer pour un cybercriminel, ça ne veut rien dire. Ça reste la France potentiellement. L'idée, c'est d'être capable d'avoir une première réponse d'un premier niveau au plus près des victimes, et en fonction du niveau de complexité ou de technicité nécessaire, d'être capable de monter à chaque fois d'un niveau, alors au niveau du département, au niveau de la région, et puis bien évidemment au niveau sommital, au niveau central, où là on est capable d'avoir le niveau d'expertise le plus développé.
Alors, je ne sais pas si vous le voyez, si peut-être que c'est pas évident, mais on a bien évidemment cette notion régionale, l'appui du GIGN, je reviendrai un petit peu dessus après, et on s'appuie bien évidemment beaucoup sur nos cyber-réservistes. Comme vous le savez, le monde numérique est en mouvement permanent, et donc ça demande d'être en permanence à la pointe de la technologie. J'y reviendrai un petit peu après sur comment on recrute nos experts en la matière, mais c'est toujours très intéressant de s'appuyer sur des cyber-réservistes qui peuvent avoir une compétence très particulière qui nous permet de mobiliser très rapidement des forces vives, alors que ce soit au niveau national ou au niveau local, pour pouvoir agir en toutes circonstances. Là, juste pour vous montrer un petit peu ce maillage territorial, alors on n'a pas mis l'ensemble des 8000 cybergendarmes parce que sinon on aurait une carte de France noire et qui n'aurait pas vraiment en grand sens. Et vous voyez que donc, dans chaque département, on a un échelon. Dans chaque région, on a les sections de recherche, donc ils font la police judiciaire, je dirais, haut du spectre. Et à chaque fois, on a une antenne du Com Cybergend qui est sur place et qui s'occupe de toute la partie cyber. Des enquêtes. Un petit point particulier, alors deux petits points particuliers, ce qui me fera un peu une transition avec après. On a créé quand même un centre de formation cyber à vocation ministérielle, parce qu'on se rend bien compte que voilà, l'ensemble des éléments de la cybersécurité, enfin de la lutte contre la cybercriminalité, pardon, nécessite des formations permanentes. Alors on pense bien évidemment à la partie enquêteur, la partie technicien, mais vous avez tout un pan des investigations, par exemple, qui touchent les crypto-monnaies, les crypto-actifs, être capable de les comprendre. Alors, je ne sais plus exactement combien il y a de cryptoactifs. Il me semble que à travers le monde, il y en a à peu près 11 000. Alors, tout le monde pense à Bitcoin et Ethereum parce que c'est les plus connus. Mais enfin, vous voyez, vous en avez 11 000. Vous en avez certains qui sont plus ou moins facilement, entre guillemets, traçables dans une certaine mesure. D'autres qui sont conçus exprès pour ne pas être traçables. On va se poser la question de l'intention du créateur dans ce système-là. Tout ce genre de nouvelles technologies nécessitent des formations permanentes, des formations sur l'intelligence artificielle, des formations potentiellement peut-être sur, pas encore tout de suite, mais sur la partie ordinateur quantique à terme. Autre spécificité, donc ce centre est basé à Lille, et l'autre petite spécificité, alors qui ne paraît pas cyber comme ça à froid, mais qui en traite une bonne partie, c'est la brigade numérique. Donc la brigade numérique, c'est une brigade qui a 4 ans maintenant, qui est basée à Rennes et qui répond à l'ensemble des sollicitations de nos concitoyens 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par chat. Alors soit sur le site Ma Gendarmerie, enfin le site officiel de la gendarmerie, soit via l'application Ma Sécurité. Voilà, vous avez une question à poser à un gendarme. Alors sur l'ensemble de ce question qu'on peut poser à un gendarme, ça peut être du recrutement, ça peut être combien il me reste de points sur mon permis, ou des choses aussi basiques que ça. Et bien évidemment, tout ce qui est lié aux questions liées aux cybermenaces. On a d'ailleurs un lien direct avec le cybermalveillance.gouv.fr pour l'ensemble alors pour l'instant c'est limité, je dirais, aux professionnels, mais pour l'ensemble des professionnels qui font un parcours victime, à la fin il leur est proposé de rentrer en contact avec un gendarme, alors qui pourra les aiguiller, pourra éventuellement leur donner le point de contact, ou même prendre un rendez-vous en direct avec eux pour aller dans une brigade et leur donner voilà les premiers conseils, les premiers éléments en la matière. Et cette brigade recueille aussi tout ce qui est lié au cyberharcèlement, où là on voit que souvent les gens ont besoin avant de se dire je veux porter plainte, de mettre un peu des mots sur ce qu'ils vivent. Très souvent en fait les gens commencent par dire ça pourrait ressembler un peu à un SOS amitié, je me sens pas bien parce que il y a quelque chose qui se passe pas très bien sur Internet, et quand on voit la nature des échanges, on voit que c'est du harcèlement parfois de très haute volée, et ce qui peut expliquer voilà des affaires comme l'affaire Mila, comme vous avez pu en entendre parler. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, l'écosystème, là j'ai un peu simplifié le diagramme de l'écosystème français, mais vous voyez que nous on a vocation vraiment à travailler avec l'ensemble des acteurs, alors pour différents domaines, alors que ce soit la partie
je dirais, métier au sens métier d'enquêteur. Évidemment, on travaille avec l'autorité judiciaire, plus particulièrement avec une section spécialisée du parquet de Paris qui concentre à peu près l'intégralité du contentieux, notamment en termes de rançongiciel. Il a été décidé il y a quelques années, de façon, je dirais, très intelligente, plutôt que de se dire, comme on le fait dans le reste de la criminalité, il y a la zone police, la zone gendarmerie. Là, on voit bien que ça n'a absolument pas de sens d'avoir une zone. On a réparti pour les rançongiciels les compétences, entre guillemets, par famille. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez un rançongiciel, on va dire par exemple Logbit, c'est la gendarmerie qui va traiter. Si vous avez le rançongiciel Conti, ça sera la police. Voilà, c'est pour donner un peu mais c'était pour avoir une certaine logique en la matière. Donc, bien évidemment, on travaille avec la police, avec les douanes. Très, très important, c'est tout ce qui est partenariats européens et internationaux. On dit souvent, le cyberespace n'a pas de frontières. C'est vrai. Quand il s'agit d'aller interpeller des auteurs qui, je dirais intelligemment pour eux, malheureusement pour nous, ont plutôt tendance à se situer à l'étranger, on revoit bien le retour de ces fameuses frontières. Et il est indispensable d'avoir ce système de partenariat. Alors, avec nos partenaires européens, ça se passe globalement très bien. Ça se passe même très bien avec des partenaires avec lesquels on pourrait s'attendre à une coopération un peu plus difficile. On a eu le cas avec l'Ukraine, avant la crise, hein, je vous rassure, mais où finalement ça s'est très bien passé. On travaille particulièrement bien, notamment avec nos partenaires américains. L'idée, quand on fait une enquête liée à une cyberattaque d'ampleur, c'est qu'en fait, on a chacun un petit peu un morceau du puzzle. Et l'idée, voilà, c'est de rassembler un petit peu les différents éléments pour pouvoir obtenir un maximum d'informations, être capable d'identifier les auteurs et d'aller les chercher. On travaille avec les services de renseignement, alors d'une part parce qu'on est capable potentiellement de trouver du renseignement, et puis notamment dans le domaine de l'expertise technique, on a des savoir-faire qu'ils n'ont pas, ils ont des savoir-faire qu'on n'a pas, et l'idée qui a germé, qui est assez intelligente, c'est que quand quelqu'un sait faire quelque chose, c'est peut-être pas indispensable de chacun réinventer la poudre. Si on peut échanger sur les bonnes pratiques, c'est aussi bien. Et puis tout un écosystème, alors que je vous laisse lire, hein, mais qui est très important. Alors pour la partie prévention, si on travaille pas avec l'ensemble de ces acteurs, on voit bien qu'on n'ira pas très loin. Et là, dans le domaine de la prévention, nous on s'est rendu compte de quelque chose assez rapidement. Au début, on nous disait, bah oui, on a besoin de gendarmes pour faire une sensibilisation dans une entreprise. Donc, très gentiment, enfin, je vais dire gentiment, bien évidemment, on allait faire cette sensibilisation. On se rendait compte que très, très fréquemment, la partie direction n'était pas là. Et que, voilà, en gros, on avait coché la case, j'ai sensibilisé mon entreprise. Et on se rend bien compte que, en termes de prévention des cybermenaces, si la direction, l'échelon de direction, l'échelon des décideurs, n'est pas pleinement impliqué dans la manœuvre en se disant j'ai vraiment compris qu'il y avait un enjeu et on va tous avancer dans ce domaine-là. Globalement, c'est l'opération de prévention, c'est un petit peu comme l'exercice d'évacuation incendie où tout le monde fait quelque chose de bien le jour J, puis après on oublie un peu les bonnes pratiques. Voilà. Alors bien évidemment, nos deux partenaires les plus importants dans le domaine de la prévention, même s'il y a aussi des liens techniques bien évidemment avec l'ANSSI, c'est l'ANSSI et cybermalveillance.gouv.fr. Nous, on travaille en parfaite harmonie et étroite collaboration avec ces deux entités. Cybermalveillance.gouv.fr, bah, pour tout ce qui est, entre guillemets, qui n'est pas traité par l'ANSSI, donc vous voyez bien les TPE, TPI, TPE, PME, pardon, ETI, bien évidemment les collectivités territoriales, les petites administrations, les associations. Et avec l'ANSSI, on travaille beaucoup, notamment alors, sur un phénomène qui a tendance à être... Alors, plus que d'autres, même si malheureusement tout n'est pas dit dans la presse nationale, mais vous voyez bien que tout ce qui est lié aux établissements de santé, c'est un véritable enjeu. On a de tout un petit peu dans la partie protection des établissements de santé. La difficulté d'un établissement de santé, peut-être plus que certains autres secteurs, c'est qu'ils ont un besoin impératif d'être interconnectés avec une caisse, les caisses d'assurance maladie, avec peut-être quelqu'un qui fait la radiographie à l'extérieur, quelqu'un qui va faire les analyses médicales à l'extérieur, etc. Et qu'il est assez difficile d'être assuré, d'être étanche sur l'ensemble des systèmes, tant l'attaque peut venir d'un peu partout.
Je vais essayer de rattraper rapidement parce que juste voilà pour vous montrer un petit peu un bilan de ce qu'on a fait au bout d'un an. Alors c'est pas forcément très intéressant de tout lire, mais voilà, la sensibilisation, on a considéré que c'était vraiment quelque chose d'important. On a quand même sensibilisé 420 000 personnes depuis notre création. Alors quand on dit 420 000 personnes, c'est beaucoup. Il y a quand même un peu moins de la moitié, mais quasiment la moitié, ce sont les jeunes qu'on sensibilise, notamment à travers le permis Internet. Alors, on va se dire 200 000 jeunes, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est 200 000 jeunes côté gendarmerie, 200 000 jeunes côté police. On se dit 400 000, c'est pas mal, mais on se rend compte qu'en fait, le permis Internet, il se fait au niveau du CM2. En faisant ça, on n'atteint même pas la moitié de la tranche d'âge. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de travail. Alors, ce travail va évoluer puisqu'il y a une loi d'août 2021 qui rend obligatoire la formation de tous les jeunes à la fin du primaire et à la fin du collège à l'ensemble des cybermenaces et des risques numériques, et ce qui permettra normalement sur l'ensemble de la tranche d'âge d'avoir ces sensibilisations qui, vous vous en douterez bien, est différenciée entre quelqu'un du primaire où là on est plutôt à leur expliquer que potentiellement tout le monde n'est pas gentil sur Internet. Pour faire simple, là où quand on arrive au collège, on est plus sur commencer à sensibiliser sur la protection de leurs données et puis sur la partie cyberharcèlement. Et quand on arrive au lycée, il nous paraissait aussi important, même si c'est pas obligatoire, mais on propose quand même quelque chose pour le lycée, de commencer à sensibiliser à ce fameux numéro de sécurité sociale, parce que à 16 ans, vous avez votre carte vitale, donc il y a peut-être pas encore grand-chose sur vous, mais il peut commencer à y avoir un intérêt à les sensibiliser. Et puis sur les premiers usages de la carte bleue, puisqu'à 16 ans, vous avez pleinement votre carte bleue qui vous permet de payer, par exemple. Alors, j'en profite d'ailleurs, bon, je vous ai évoqué les procédures judiciaires. La carte bleue, nous, on s'occupe de la plateforme de signalement de la fraude à la carte bancaire en ligne. Donc, vous voyez, alors ça représente quand même 300 000 signalements par an. C'est 900 signalements par jour. Alors, c'est 900 signalements par jour avec une évolution, je dirais, majeure, notamment pour les victimes. Avant, on n'avait pas le système de double authentification. Donc, vous étiez victime d'une escroquerie, vous aviez encore votre carte. On avait utilisé votre carte bleue, vous aviez encore votre carte. C'était pas vous qui aviez fait l'achat, je dirais, et vous aviez fait opposition. La banque vous remboursait automatiquement. Maintenant, il a été mis en place le système d'authentification par double facteur. Je pense que vous en avez parlé. Soit vous vous identifiez sur votre application, soit vous avez un SMS. Bon, ça n'arrête pas forcément un cybercriminel qui se dit, si c'est que ça, il faut que j'obtienne par tous les moyens ce numéro d'authentification. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit ils appellent en se faisant passer pour le service d'opposition de votre banque, c'est ce qui est encore plus simple, notamment en utilisant une capacité de changer le numéro qui s'affiche. Et quitte à changer le numéro, autant prendre le numéro du service d'opposition de la banque. Et donc, les gens sont mis en confiance et on vous dit, voilà, vous êtes en train d'être victime d'une fraude. Vous allez recevoir un SMS. Donnez-moi le code et j'annule l'opération tout de suite. Ou branchez-vous sur votre site bancaire, validez les opérations, mais je suis derrière et je les annule. Et c'est comme ça que les gens se font escroquer. Avec malheureusement là la banque qui vous dit, oui, mais moi au final c'est vous qui avez donné, qui avez validé en fait l'opération de virement. Et c'est une vraie difficulté à laquelle on est confronté. J'essaye d'aller vite. Autre aspect important sur l'appui technique, parce que on pense, je vous ai évoqué l'aspect technique, donc l'aspect expertise. Donc là, vous avez 70 au niveau d'expertise, ça paraît pas grand-chose. Quand on parle de niveau d'expertise, c'est du dossier lourd. On est capable de rentrer dans le je dirais les microprocesseurs quasiment d'un appareil et de pouvoir démontrer devant une cour de justice que l'outil a bien été utilisé pour ça, par exemple. Mais c'est également une capacité dont on est assez fier parce que je dirais que c'est assez unique. Et d'ailleurs, la police, les douanes utilisent nos services. On a un guichet unique téléphonie informatique qui, je dirais, qui fait un peu fi du principe de réquisition. Vous savez que nous, on fonctionne beaucoup par réquisition. Si on fait que de la réquisition, par exemple à Facebook, avant d'avoir la réponse, il faut avoir peut-être 6 mois. Et quand on a la réponse, en général, on n'a pas la réponse. Voilà. Mais avec des liens qu'on a réussi à tisser avec certains opérateurs notamment, mais même des GAFAM et certains opérateurs téléphoniques, on est capable de gagner un petit peu de temps
dans la partie enquête, alors ce qui n'empêche pas de régulariser les choses derrière, mais de gagner un peu de temps et d'avoir une certaine fluidité dans un système qui va très vite. J'évoquais avec vous voilà, les histoires d'escroquerie. Des escroqueries en ligne, l'histoire des faux virements, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, ou l'arnaque au faux RIB, je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin, c'est quelqu'un à sa boîte mail qui a été piratée, le pirate, il ne regarde pas tous les mails, il a juste mis quelques petits mots clés intéressants, RIB, succession, vente, facture, et quand il y a l'opération qui va avoir lieu, alors notamment ça peut être avec un notaire, le pirate subtilise le RIB avec le sien, tout le monde est content, et comme il faut en général 2-3 jours pour avoir le virement, c'est 3 jours après que la victime dit moi j'ai toujours pas reçu l'argent, le notaire dit pourtant je voulais virer, et que en général 3 jours après l'argent a déjà fait 4 ou 5 comptes. Le premier en général est en France parce que il faut que le numéro d'IBAN reste à peu près crédible. S'il commence pas par FR, ça peut paraître suspect, mais très rapidement les fonds sont évacués. Juste un exemple, je vais essayer d'aller très vite, mais un exemple très concret de comment on a opéré et comment on opère quand on a une entreprise qui est victime d'une attaque par rançongiciel. Le Ragnar Locker, donc c'est un rançongiciel qui a fait fureur, je dirais, en France, en Europe et même aux États-Unis à l'été 2020, septembre 2020. Voilà, c'était vraiment le début. Et vous avez 6 grandes entreprises qui ont été frappées, dont notamment une très très grande entreprise française, avec des montants de rançon qui dépassaient un petit peu ce dont on avait l'habitude, puisque là on dépassait allègrement le million d'euros dans la demande initiale. Là, l'entreprise, je dirais, a bien réagi. Elle a tout de suite prévenu la police et la gendarmerie. Alors, je fais une petite insiste. Effectivement, si on ne nous prévient pas, on n'enquêtera pas. Mais si on ne prévient pas, on ne viendra pas. Et l'intérêt de nous prévenir au plus tôt, c'est qu'on est persuadé qu'on est meilleur quand on est là au début. Nous, dans ces cas-là, on projette dans la mesure du possible, je dirais la plupart du temps, à la fois des experts judiciaires pour la partie enquête, mais des experts techniques qui vont être capables d'étudier, alors encore une fois, pas réparer le système malheureusement, mais d'étudier un petit peu la nature du rançongiciel, éventuellement de faire de la rétro-ingénierie de ce logiciel, et parfois, pourquoi pas être capable de trouver une faille même dans le logiciel malveillant, et peut-être de trouver une capacité de déchiffrer sans avoir à passer par un outil, et puis des experts en gestion de crise. Alors, notamment, on s'appuie assez souvent sur le GIGN. Alors, quand on dit GIGN, on parle négociation, etc. On se dit, mais alors, en gros, on négocie potentiellement des rançons. Le but, c'est pas de négocier les rançons, mais c'est d'aider un petit peu, je dirais, une entreprise qui est sidérée, enfin, et d'aider le chef d'orchestre qui, très souvent, quand on arrive, on se rend compte, on dit, non, mais celui qui s'en occupe, c'est le directeur des services informatiques. Certes, il est pleinement concerné, mais globalement, toute l'entreprise est concernée. C'est bien d'aider le décideur à un petit peu organiser sa réponse au sens global. Bon, je passe sur quelques conseils. Alors, sur nous, ce qui est important, c'est qu'on faut te dire que si vous ne nous prévenez pas, on ne viendra pas. Comme ça, on va peut-être... voilà, on a quelques perspectives d'évolution parce que on se rend bien compte qu'avec l'explosion de la demande, là, on évoquait tout à l'heure ce lien qu'on a avec cybermalveillance.gouv.fr pour pouvoir être en contact avec les professionnels. Vous avez entendu parler du 17 cyber qui a été annoncé par le président de la République. L'objectif, c'est d'ouvrir ce service à l'intégralité, je dirais, l'intégralité des citoyens. Là, on risque de changer d'échelle. Il faut être capable de répondre à l'ensemble des sollicitations. L'idée n'est pas d'avoir même si le 17 cyber pourrait le faire penser, l'idée, c'est pas d'avoir un numéro de téléphone. On se doute bien qu'on serait peut-être un petit peu débordé par un aspect peut-être ça imprime pas, si je peux réduire un petit peu à cet élément-là. Non, ce qui pour nous est important, c'est effectivement d'avoir l'ensemble du dispositif actuel de cybermalveillance.gouv.fr qui fait un petit peu ce débruitage et qui, une fois qu'on est sûr que la personne est bien victime de quelque chose, de pouvoir l'adresser à la police ou à la gendarmerie en fonction du code postal notamment. Juste très rapidement pour vous dire que pour arriver à remplir toutes ces missions dans un domaine qui est de plus en plus technique, il faut absolument qu'on recrute des ingénieurs. Ça, c'est vraiment un des enjeux de la gendarmerie. Jusqu'à présent,
même si, alors je suis ingénieur, il y a un certain nombre d'ingénieurs, mais la grande majorité des officiers de gendarmerie qui étaient recrutés avaient fait du droit, hein, pour être très caricatural. On se rend bien compte que faire du droit, c'est bien, c'est même très important d'avoir des gens qui sont experts dans le droit cyber ou dans les capacités de prendre position dans les institutions internationales, dans tout ce qui est négociation d'éventuellement de textes européens ou internationaux en la matière. Mais il est important d'avoir un certain nombre de scientifiques pour être capable d'être confronté à cette technique. Et là, le directeur général a décidé maintenant de passer un recrutement de 40% d'officiers scientifiques. Alors l'année dernière, ces espoirs ont même été dépassés parce qu'il y en avait 50%, mais c'est bien l'objectif. L'autre aspect que j'ai évoqué tout à l'heure avec vous, c'est l'aspect des réservistes. Ça, c'est un appui essentiel pour comprendre certains systèmes. Et puis, ce qu'on appelle le recrutement sur étagère, ça pour nous, c'est vraiment très important. Dans des domaines où on se rend compte qu'on a peut-être un manque au sein même de la gendarmerie. Si on attend de prendre un gendarme pour qu'il aille faire une école particulière, on va perdre peut-être 2 ou 3 ans, voire potentiellement 5 ans. L'idée, c'est d'aller recruter quelqu'un qui sort directement d'une école d'ingénieur, par exemple. On a l'avantage, c'est qu'il est à l'état de l'art et il est employable tout de suite et on le recrute comme officier commissionné, donc c'est un statut un petit peu particulier, mais c'est pas mal de l'employer le plus rapidement possible. Voilà, puis alors, je pense qu'on en fausse un petit peu des forces ouvertes en vous disant que globalement les choses ne risquent pas de s'améliorer. Les filières criminelles sont de plus en plus organisées. Alors quand on dit filière criminelle, on dit souvent groupe. En fait, les groupes la définition d'un groupe, c'est un rassemblement d'individus, mais qui sont très volatiles, qui n'hésitent pas à passer d'un groupe ou un autre. On dit, par exemple, le groupe est de tel pays. C'est parce que une grande partie du groupe appartient à ce pays, mais ça n'empêche pas d'avoir quelqu'un qui serait au Brésil, au Nigeria ou en France. On a le cas assez emblématique d'un groupe de cybercriminels Conti qui a pris, alors qui est réputé être russe, qui a pris position très rapidement pour la Russie dans le conflit. Il se trouve que manifestement dans le groupe, il y avait au moins quelqu'un qui était pour les Ukrainiens et qui a dévoilé un certain nombre d'informations sur le groupe, alors qui pour nous est très utile. Pour eux, après, si ça perturbe un peu le groupe, ça nous arrange beaucoup. Les fuites de données, je l'ai évoqué avec vous, hein, les données, c'est vraiment le cœur du réacteur de leurs revenus. On le voit très souvent, la demande de rançon est associée à une double pression en disant en plus, si vous ne payez pas la rançon, on va dévoiler vos données. Il y a des gens qui ont payé la rançon, des données ont quand même été dévoilées. Ce qu'on voit sur ces réseaux, c'est qu'ils vous mettent un certain nombre de données. Ça a été le cas parce que ça a été médiatisé pour le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, un certain nombre de données à disposition, je dirais, de Monsieur Tout le Monde. Alors, faut quand même être capable d'aller les chercher, mais c'est pas forcément très compliqué. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est l'intégralité des données qu'ils ont piquées, est-ce qu'ils en ont pas piqué d'autres qui leur serviront peut-être plus tard et qui seront monnayées. La surface d'attaque qui va devenir bien supérieure. Alors, on pense notamment à la 5G où tout va être interconnecté. Les objets connectés, ça c'est vraiment un sujet d'avenir. On se dit, bon, un objet connecté, une montre connectée, on peut pas faire grand-chose. On se rend compte qu'on a déjà ce qu'on appelle des botnets, donc des réseaux d'ordinateurs zombies, alors qui servent en soi pas à grand-chose, à part utiliser cette puissance d'ordinateur pour faire d'autres attaques, pour envoyer des mails par milliers, etc. Et on voit que ces objets connectés du quotidien, alors il y a eu le cas avec des caméras de vidéosurveillance, on voit que ces objets connectés du quotidien, qui en plus, par définition, on pense pas à leur protection, sont utilisés pour éventuellement perpétrer d'autres méfaits de façon un peu plus discrète qu'un ordinateur qui serait peut-être un peu plus lent parce que un cybercriminel est en train d'utiliser votre puissance de calcul pour gagner des bitcoins sans avoir à payer la facture de téléphone, comme c'est arrivé à une de nos communes françaises il y a pas si longtemps que ça. Et puis, bien évidemment, tout ce qui arrive avec notamment l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors, on dit l'intelligence artificielle, c'est bien. La question n'est pas là, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, vous avez les deepfakes. Je ne sais pas si on a déjà vu, ça commence à être déjà très, très bien fait. On voit encore, alors quand c'est pour Monsieur Tout le Monde, on voit que c'est pas parfaitement réel. On se doute bien que dans quelques années, on sera capable de faire quelque chose de très, très, très ressemblant et de faire dire à n'importe qui à peu près n'importe quoi.
la partie L en ligne aussi, qui pourrait venir un petit peu avec de l'intelligence artificielle qui serait capable de peut-être d'auto-émuler un certain nombre de communautés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quelques années, Microsoft avait fait une expérience en mettant une intelligence artificielle sur Twitter. Et en quelques heures, je crois que c'est en 48 heures, l'intelligence artificielle était devenue raciste, antisémite et néo-nazi. Donc voilà, c'est pour vous montrer que le biais peut arriver assez rapidement. Bien évidemment, ce qui est indispensable, comme on l'a évoqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. On dit toujours à la policiers, les gendarmes, les militaires. Il n'y a pas de concurrence, il y a tellement de boulot pour tout le monde que là-dessus, il n'y a vraiment pas de difficulté. L'intérêt, c'est vraiment de se coordonner et d'être capable de travailler le plus ensemble. Renforcer bien évidemment nos compétences techniques. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau phénomène, il faut être capable de réagir rapidement. Les cybercriminels sont très, très, très bons. Et en fait, ils ont, je dirais, le privilège de choisir leurs armes. Donc, ils vont peut-être demain se focaliser sur les montres connectées, alors que nous, on est peut-être en train de travailler sur les caméras connectées ou que sais-je, peut-être un jour les frigidaires connectés. Il faut être capable une fois qu'on découvre cette nouvelle menace, de pouvoir la traiter. Et ça, c'est un élément indispensable avec, bien évidemment, comme je l'évoquais tout à l'heure, la partie coopération internationale, puisqu'on voit bien que même si la France est capable de beaucoup de choses, il y a un moment donné, si on n'est pas capable de franchir la frontière en étant aidé par un certain nombre de nos partenaires, on n'ira pas forcément bien. Et juste, voilà, pour conclure, ce qui me paraît important, c'est de préparer un petit peu les enjeux de demain. Les enjeux de demain, en fait, ils sont quasiment déjà là. On a déjà prochainement la Coupe du Monde de rugby en 2023, qui sera un petit peu la répétition de ce que sera la Coupe du Monde les Jeux Olympiques, par exemple, de 2024. Et là, on voit que dans le domaine du cyber, tout le champ est possible. On peut aller de la fraude de la billetterie, on peut aller sur de la vente de contrefaçon de produits, et bien évidemment, toute tentative de déstabilisation peut-être étatique, qui sait, mais peut-être par un cybercriminel qui serait capable de dire, moi, je modifie les codes d'accès, comme ça, vous pourrez rentrer sans payer vos billets, ou en me payant moi, mais une somme moins, ou peut-être tout ce qu'on pourrait appeler d'activistes qui pourraient être tentés de faire une action de déstabilisation. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, certes, mais les Jeux Olympiques, c'est quand même une immense opportunité mondiale d'être vu, que l'action soit vue. Je m'imagine que voilà, sur un stade d'athlétisme, si vous arrivez à remplacer la pub Coca-Cola par votre message politique ou idéologique, il peut y avoir un intérêt. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Voilà, donc j'ai été un petit peu plus long, je suis vraiment désolé, mais peut-être un petit peu perturbé par là. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez, bien évidemment. Merci. Merci, mon colonel, pour cette présentation. Nizar Toulemat du commissariat à l'énergie atomique. Donc, ces aspects cyber nous intéressent forcément beaucoup, d'une part parce qu'on doit protéger nos infrastructures, mais également parce qu'on prend part à l'action cyber nationale. J'ai une question. Vous avez en partie répondu à la question concernant la sociologie de ces cybercriminels, qui n'est pas la même que celle qu'on voit au sein de la, on va dire, criminalité organisée plus traditionnelle. Mais quels sont les liens? Est-ce qu'il y a des liens éventuellement entre cybercriminalité et criminalité organisée de type trafic de drogue, traite d'êtres humains ou trafic d'armes? Oui, alors il y a des liens. Alors, à un moment donné, le cybercriminel devient de facto, je dirais, quelqu'un qui a trait à la cybercriminalité, enfin la criminalité organisée, puisqu'à un moment donné, on va brasser tellement d'argent qu'on rentre dans un système où il va falloir faire du blanchiment d'argent. Alors le blanchiment d'argent, il peut avoir lieu en se lançant dans des activités, je dirais, un peu paralégales, où on travaille beaucoup dans le jeu. Le cybercriminel pur, lui, son seul intérêt, c'est l'appât du gain. Donc l'appât du gain, s'il n'a pas de morale, et on se rend compte, on en a des cybercriminels qui n'ont pas de morale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une annonce assez importante au début du confinement, qui était le confinement mondial. Ils avaient promis au grand Dieu qu'ils n'attaqueraient jamais un établissement de santé pendant cette période-là. Ça a duré 48 heures parce que quelqu'un a trouvé l'intérêt de le faire. Nous, on ne voit pas encore
poindre de façon évidente des cybercriminels qui loueraient leurs services. Alors, à un État, souvent on dit, est-ce qu'un État, on va parler franchement, est-ce que la Russie pourrait louer les services de ces cybercriminels? Je vous rassure, je pense que les services russes n'ont pas besoin de louer les services de leurs cybercriminels, qui restent, je dirais, par rapport à ce que peut faire une puissance étatique, à un niveau, je fais de la bidouille dans mon garage, même s'ils sont déjà à un niveau très évolué. Quand on a des attaques étatiques, on est sur une puissance de calcul, une capacité à fédérer à la fois la partie technique, mais la partie, je dirais, renseignement humain en amont, qui rend cette chose-là. Les liens avec la criminalité organisée et je dirais le cyber, oui, elle est évidente parce que, comme tout, alors, je parle bien évidemment, il y a l'aspect Darknet dont on a parlé. Il y a quelques années, il y a même maintenant 2 ans, oui, la gendarmerie a démantelé un réseau de téléphones chiffrés qu'on appelait EncroChat, téléphones chiffrés qui étaient utilisés exclusivement par des cybercriminels. C'est un groupe, je dirais, de criminalité organisée style mafieux classique qui s'est dit, il y a un moment donné, on va proposer un service autre. Hein. Alors, il y en a qui proposent des services de tueurs à gages, il y en a qui proposent des services de transport de ce que vous voulez, hein, le fameux transporteur. Voilà. Et puis, eux se sont dit, nous, on va proposer à l'ensemble à une clientèle qui a besoin absolument que ces communications soient protégées, ne soient pas écoutées par un service de police ou un service même de renseignement étranger, d'utiliser un téléphone complètement chiffré. Alors on a réussi à démanteler ces systèmes-là, mais on se rend bien compte que dans le domaine tout est lié. On n'a pas encore forcément ce lien entre cybercriminalité et terrorisme. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça finance le terrorisme ou est-ce que c'est une forme de terrorisme? Ça peut être aussi une forme de terrorisme. Alors, ça peut être une forme de terrorisme qui n'est pas forcément l'intention première, mais quand on s'attaque à un hôpital, potentiellement, on fait du terrorisme. Même si le but, c'est de récupérer de l'argent, on fait potentiellement, on terrorise une partie de la population. C'est pas comme je disais, je m'attaque aux grands groupes de l'industrie de l'armement française, par exemple. Je vais pas dire que c'est bien, mais on voit bien qu'on va pas déstabiliser Monsieur Tout le Monde dans sa vie de tous les jours. Le lien direct avec des terroristes n'est pas forcément encore évident. Encore une fois, si un groupe terroriste qui n'a pas forcément les compétences techniques, on a vu un petit peu l'État islamique pendant une période avait des capacités un petit peu de faire du piratage de comptes Twitter ou du défacement de certaines institutions. Bon, là, on utilise des failles, je dirais, assez faciles. Et puis, piratage de compte Twitter, c'est que manifestement le mot de passe ne devait pas être très 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 compliqué à trouver. Et ça fait partie des choses. Pour l'instant, on voit pas poindre ces éléments-là. Toujours est-il que ça reste quand même quelque chose d'important et de potentiellement dangereux. On le voit, Colonial Pipeline. Alors, on est plutôt peut-être sur une attaque étatique, mais on est sur quelque chose qui touche un opérateur d'importance vitale. Mais si vous prenez ce qui est arrivé à Oloron-Sainte-Marie, petite commune des Pyrénées, il y a maintenant 1 an, il y a eu l'attaque par rançongiciel de l'hôpital. J'allais dire somme toute classique, malheureusement somme toute classique, mais il y a une attaque par rançongiciel du système de command and control, du système d'assainissement de l'eau. Ça n'a pas été plus loin, mais on voit que même ces cybercriminels qui de toute façon cherchent l'argent. Donc, je ne veux pas faire de pub, mais vous dites bien que si vous avez un ordinateur Windows, c'est là où il y a le plus d'ordinateurs Windows dans le monde. Donc, c'est là où on va chercher le plus de vulnérabilités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de virus sur un ordinateur Apple ou sur un ordinateur Linux, c'est que le développement d'un virus n'est pas forcément rentable. Mais on voit qu'ils ont été capables de le faire sur un système qui n'est a priori pas un système commun. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être inquiétant pour le futur. Merci. Mais qui demande quand même, ça rejoint un petit peu l'aspect étatique, c'est que si vous voulez vous attaquer, on l'évoquait l'autre jour, je crois au Cybercampus, par exemple, on pensait aux navires autonomes du futur. Pour s'attaquer à un navire autonome qui aura un système, un SCADA personnel, enfin particulier, il faut connaître le SCADA particulier, donc prendre du temps, etc. Mais peut-être pas en direct, mais prêter ses services, pourquoi pas. Oui, bonjour, merci pour votre conférence, colonel.
Patrick Borey, je suis service historique de la défense et j'ai fait armement et économie de défense. Donc, ce dont vous avez parlé me parle effectivement. Et j'aurais 3 petites questions. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y avait une de vos antennes parmi les plus développées qui se trouvait à Rennes. Donc, comme vous travaillez avec énormément de monde et que au nord de Rennes, il y a une antenne de la DGA où il y a pas mal de géo-trouve-tout, de l'informatique, de la communication. Est-ce que vous êtes en communication, en travail avec eux, évidemment, parce que je ne l'ai pas vu, l'indication DGA dans le nuage. On a dû mettre les armées, non? Ah, déjà, c'est pas une force armée, c'est un service, mais oui. Ouais, j'étais à chaque fois obligé de photographier parce que j'ai une vue qui est déplorable, je suis désolé. La deuxième question, c'est est-ce que vous tenez, ou est-ce que c'est le rôle de Nancy plutôt, ou est-ce que c'est le vôtre, j'allais dire un P4, enfin un virusothèque de ce que vous trouvez, parce que grosso modo, tout ça fonctionne avec des grandes familles, avec des grandes failles que l'on peut exploiter dans différentes directions une fois que l'on a repéré. Et ce n'est pas seulement un trou de souris, mais des fois, il y a des béances qui peuvent être utilisées. Ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième, de la même manière que vous évoquiez l'hôpital Corbeil-Essonnes, évidemment cet été, mais pas seulement, qui est un endroit ouvert, parce que forcément, communication avec énormément d'autres acteurs qui concourent à son propre travail. Lorsque vous évoquez le grand groupe tout à l'heure ou les ETI, comment est-ce que vous réussissez à résoudre le problème des sous-traitants? Alors je réponds déjà à la première question. La virusothèque, tout le monde se constitue sa virusothèque. Alors parfois avec je dirais des caractères un petit peu différents. Certains vont chercher juste à avoir un peu comme font tous les antivirus, une sorte de signature du logiciel malveillant, être capable de le retrouver. Nous, on garde l'intégralité des souches qu'on découvre, ne serait-ce que pour voir si c'est une adaptation du précédent. Voilà. Je vous prenais le rançongiciel assez célèbre parce qu'il attaque beaucoup en France, Logbit. Voilà, on était à Logbit 2.0, là on arrive à Logbit 3.0 et on voit bien qu'il y a potentiellement des petites différences qui sont assez, d'ailleurs assez souvent des corrections de propres vulnérabilités de leur système. Donc ils réfléchissent aussi à ces éléments-là. Oui, l'idée c'est vraiment de garder tout ce qu'on peut garder d'une part pour être capable de servir de cas école aussi. Ça, pour nous c'est assez intéressant. Puis de voir comment les cybercriminels évoluent dans leur programmation. Et l'évolution, elle se fait un petit peu pas forcément dans une logique d'évolution d'un produit comme pourrait le faire Microsoft par exemple. Elle peut se faire parce que entre-temps le groupe s'est un petit peu reformé différemment, qu'ils ont trouvé un nouvel affilié qui va faire la recherche de vulnérabilité, et puis que celui qui développait peut-être prend sa retraite entre guillemets, qui trouve quelqu'un d'autre et qui change de logique. Donc c'est pas forcément une logique commerciale, je dirais toujours de développement de version, mais c'est quelque chose qu'ils utilisent de plus en plus, notamment parce que on voit bien, même si les attaques sont sophistiquées, passent par des vulnérabilités, derrière, vous avez tous les auditeurs de sécurité à travers le monde. On pense bien évidemment à McAfee, Kaspersky, etc. Eux, leur but, bien évidemment, c'est de détecter toute possibilité d'action de ces virus. Et eux, leur but, c'est de continuer, je dirais, à toujours pouvoir agir et donc de trouver un moyen d'être un peu plus furtif à chaque fois. Ça, c'est la première question. Et alors, la deuxième question, excusez-moi, parce que la sous-traitance. Alors, la sous-traitance, c'est un véritable sujet. C'est un véritable sujet, d'ailleurs, qu'on aborde assez facilement, notamment avec l'ANSSI, DGSI et même DRSD. Mais tout le monde en a pris conscience. C'est-à-dire qu'au début, on se disait, on va protéger, alors je sais pas s'il y en a, on va protéger Thales, on va s'occuper de Thales que Thales. Le problème, c'est que Thales, potentiellement, la petite PME qui est en dessous, alors je dis Thales, on va prendre aussi Safran, n'ayons pas peur. Non, mais tout ce système, un peu l'attaque par
je dirais, ce qu'on appelle par la supply chain est assez facile. C'est d'ailleurs en ça que l'ANSSI a commencé à dire, oui, mais attention, moi, une petite commune, elle est reliée avec une intercommunalité qui est potentiellement reliée avec le département parce que il y a des informations qui remontent pour l'action sociale, par exemple. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un système de maillage qui n'est pas forcément évident à froid, et qui peut présenter une difficulté, une faille au niveau final. Les PME, les toutes petites entreprises qui sont sous-traitants, sont notamment un sujet aussi d'inquiétude en termes d'espionnage. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'avoir le plan final, si j'espionne un petit peu tout ce qui se fait un petit peu partout, je suis capable peut-être potentiellement de remonter jusqu'à je dirais, à comprendre comment est fait un système global. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. La difficulté, on se rend compte, nous, avec les TPE, PME, contrairement aux collectivités, où là, je vous avouerai que c'est compliqué de faire comprendre qu'il y a un enjeu, TPE, PME, très souvent, les patrons nous disent non mais je sais qu'il y a un enjeu, mais moi mon problème là c'est l'énergie, c'est la matière première, j'ai plus de trésorerie, je sais que j'ai un problème, mais vous vous rendez compte que moi si je résous pas mes autres problèmes, ça va être difficile pour moi. C'est vrai que ça, je dirais que c'est un petit peu rassurant. Il y a une prise de conscience des TPE PME, mais que voilà, ça reste pas forcément dans le cœur de leurs priorités. J'aurais une question de la salle numérique, d'ailleurs. A-t-on une idée du nombre de machines exploitées à l'insu de leurs propriétaires pour faire du minage? Absolument aucune idée. Nous, on a démantelé, la gendarmerie a démantelé en 2019 un botnet à l'échelle mondiale. Il y avait 1,3 million de machines. Alors qui faisait notamment du crypto-minage, mais pas que. Et c'est un des botnets qui existent. Le principe, c'est qu'ils sont quand même pas complètement idiots, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser votre facture d'électricité, votre puissance de calcul, mais ils vont le faire quand vous vous en rendez pas compte. Donc très souvent, en fait, alors surtout quand les ordinateurs parfois sont allumés la nuit, on s'en rend pas compte. Honnêtement, je suis incapable de vous dire le nombre de botnets qui existent à travers le monde et le nombre de botnets qui sont utilisés pour faire du crypto-minage. Mais c'est quelque chose qui se développe énormément. Parce que vous l'avez vu, hein, pour faire des, alors on va dire pour faire des bitcoins, pour faire des crypto-monnaies, il faut résoudre des calculs de cryptographie, il faut énormément de puissance de calcul. Et donc, qui dit puissance de calcul dit, alors pas forcément des processeurs, mais des processeurs graphiques, parce que c'est ce qui est le plus efficace. Les processeurs graphiques, le prix a augmenté, notamment parce que les gens qui voulaient faire du bitcoin avaient ce besoin. Donc en fait c'était un peu le jeu entre le joueur et puis le chasseur de bitcoin. À un moment donné, beaucoup se sont dit effectivement autant utiliser la puissance de calcul des autres. Donc j'avoue que je suis incapable de vous le dire. Maintenant, si votre ordinateur se rallume dans la nuit, alors qu'il n'est pas prévu qu'il se rallume pour faire une mise à jour légitime, voilà, on peut toujours se poser la question de ce qu'il fait quand il se rallume. D'autres questions dans la salle? Non. Donc, je vais prendre une autre question. Bonjour, pense-t-on que certaines demandes de rançongiciel proviennent de pays tels que la Russie, la Chine, la Corée du Nord? Que les auteurs de la demande, oui. Est-ce que les États en eux-mêmes sont à l'origine des demandes de rançon? Alors, là, on sort un peu de ma zone de confort parce que on est vraiment sur les attaques étatiques. Faire passer une attaque étatique pour une attaque par rançongiciel qui viendrait d'un groupe russe en étant peut-être chinois, c'est pas impossible. C'est-à-dire que et c'est pour ça que il y a vraiment une réflexion à mener un petit peu sur toutes ces cyberattaques parce que souvent on pense rançongiciel. Le rançongiciel, on le voit par exemple que quand je veux dire, le chiffrement se déclenche et qu'on n'a plus accès à rien. Très souvent, ils sont là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils ont le temps de faire une analyse un petit peu je dirais, de la santé financière de l'entreprise. C'est pour ça que très souvent, la rançon est cohérente avec, je dirais, le seuil de la douleur acceptable potentiellement. Est-ce qu'un État peut se cacher derrière une fausse attaque? Je ne sais pas, mais moi, je le ferai. Hein.
C'est comme le faux livreur de pizza. Hein. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation, Barnabé. Est-ce que il était possible de nous faire un petit point sur l'évolution de la doctrine assurantielle en matière de paiement de rançon? Alors là, pareil, je sens un peu de ma zone de confort, mais je travaille quand même assez régulièrement avec les assureurs. Alors, vous avez dû le voir, il y a 2-3 ans, c'était un petit peu l'euphorie de l'assurance cyber. Les assureurs eux-mêmes le disaient, bon, ils ont vu qu'il y avait un marché, ils se sont dit, bon, bah, on rajoute notre petit contrat cyber et ça nous rajoutera une nouvelle capacité de prospecter. Très rapidement, ils se sont rendus compte, et parmi lesquels AXA et puis les grands assureurs américains, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'occurrence était plus fréquente que ce qu'ils imaginaient. C'est-à-dire que tant que les gens n'avaient rien à gagner soi-disant, à porter plainte parce qu'ils avaient payé la rançon et qu'ils n'avaient pas d'assurance, personne n'était vraiment au courant de ce qui se passait. À partir du moment où vous avez une assurance qui commence à recouvrir, si tu veux, une partie du préjudice, forcément les gens le déclarent. Et là, on a assisté vraiment à un revirement. AXA a arrêté toute une partie du volet cyber. Alors, souvent les gens oublient que c'est pas parce qu'on n'a pas d'assurance cyber en propre qu'une attaque cyber ne peut pas bénéficier d'un certain nombre de ces contrats d'assurance. Ça va être le cas de la responsabilité civile professionnelle, ça va être le cas peut-être d'une assistance juridique, peut-être qu'on a une assistance technique très généraliste, donc potentiellement on peut l'envisager. Là, il y a eu le rapport du Trésor et puis ce qui est proposé dans la loi d'orientation de programmation pour le ministère de l'Intérieur, avec cet article qui a un petit peu créé la polémique en disant, en gros, on accepte qu'un assureur paye la rançon à partir du moment où les gens ont porté plainte dans les 48 heures. Bon, 48 heures, à mon avis, 48 heures pour nous, c'est déjà un petit peu tard, mais bon, ça, c'est une possibilité qui va être offerte. Moi, pour avoir parlé avec pas mal d'assureurs, ils sont pas du tout prêts à prendre le risque de payer une rançon, parce qu'encore une fois, le risque, contrairement à certains dommages assez bien documentés, pour l'instant, ils ne maîtrisent pas vraiment tout ce qui est derrière. Alors ça, c'est la partie paiement de la rançon, et la partie, je dirais, perte d'exploitation. On rejoint un petit peu ce qui s'est passé pendant la période Covid, où la partie perte d'exploitation, personne n'imaginait que l'ensemble des restaurateurs de France et de Navarre seraient obligés de fermer et qu'il y aurait ces fameuses petites clauses de contrat qui permettaient à certains d'avoir une indemnisation. Je pense que pour l'instant, les assureurs sont encore assez frileux vraiment sur le risque cyber en tant que tel, alors qui est une partie perte d'exploitation générale très souvent qui est plafonnée, parce que on voit bien pour une entreprise, et plus l'entreprise est petite, plus l'attaque est potentiellement je dirais le tapis, quoi. C'est la mise intégrale de la capacité de l'entreprise. Je pense qu'on a encore un peu de marge avant d'avoir un marché de l'assurance cyber pure très mature. Donc une question un peu technique, mais il en faut aussi. Le démantèlement de botnets se fait-il uniquement au niveau des logiciels de commande et contrôle, takedown des C2, ou aussi par suppression des botnets sur des systèmes d'information d'entreprise ou de particuliers? Quel est le cadre juridique pour cette seconde action sur les stades, et faut-il un mandat du parquet? Alors, c'est une très bonne question, parce que la personne qui pose la question doit devoir me piéger, parce qu'effectivement, quand je vous dis qu'on a démantelé un bot à travers 1,3 million d'ordinateurs à travers le monde, vous allez me dire, en gros, vous avez fait un peu le travail de la DGSE, vous êtes allé à l'extérieur. Dans ce cas particulier, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Très rapidement, on découvre qu'il y a un botnet grâce à un opérateur, grâce à un offre de sécurité, pour pas le cacher, c'est l'éditeur antivirus Avast qui nous dit, voilà, moi j'ai plusieurs ordinateurs à travers le monde qui sont infectés par par ce qui a l'air pour moi d'être un botnet. Bon, quand ils découvrent qu'ils sont infectés, c'est que les gens ont potentiellement eu une mise à jour qui a détecté un peu ce botnet, et il nous dit, mais le serveur est en France. Alors l'avantage, c'est quand le serveur est en France, alors oui, je vous le dis tout de suite, gardez-le un peu pour vous, mais les cybercriminels
volontairement ou involontairement, ont souvent la malchance de passer par un très bon fournisseur d'accès Internet et de serveurs qui est OVH, qui a la particularité d'être hyper efficace en termes de résilience. Parfois, ça peut prendre feu, mais qui est capable d'avoir une très bonne résilience, surtout des capacités de débit très importants. Et il se trouve que par le jeu alors ils se disent jamais je vais m'implanter chez OVH, mais le jeu des sous-contractants de location de serveurs fait qu'ils arrivent assez souvent en France, et ce qui est bien pratique pour nous, parce que pour nous c'est un peu la source de saisine initiale. À ce moment-là, on fait une copie du serveur un peu pour comprendre comment il fonctionnait. Très rapidement, on s'est rendu compte que dans le système de command and control, alors c'est un coup de chance, et c'est pour ça qu'on s'est un petit peu affranchi, je dirais, d'un aspect cadre juridique. À chaque fois qu'une machine, les machines interrogeaient ce serveur toutes les 30 secondes, alors c'est un peu technique, vous allez voir, c'est assez simple, et il demandait une nouvelle instruction toutes les 30 secondes. Et en fait, la nouvelle instruction qui était donnée, c'était à chaque fois le fichier de configuration et éventuellement une instruction. Et on s'est rendu compte qu'en envoyant un fichier, donc on a fait de la substitution de serveur, et ça on a le droit, c'est en France, sous l'égide d'un avocat, d'un magistrat, pardon. En faisant cette substitution, on a envoyé une mise à jour où le fichier était vide. Et donc, il y avait un remplacement d'un fichier de configuration par un fichier vide. Et du coup, l'ensemble, je dirais, des virus n'avaient que comme instruction aucune instruction. Donc, l'affaire s'est réglée comme ça. Alors, elle s'est réglée comme ça. Donc, je dirais que c'est un coup de chance. S'il avait fallu injecter un code dans un ordinateur, bien évidemment, on l'aurait pas fait. On l'aurait pas fait. Le problème, c'est que globalement, Avast l'avait fait. C'est-à-dire que tous les ordinateurs dont l'antivirus était mis à jour effaçait automatiquement ce virus. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'ordinateurs, au moins 1 300 000, qui n'avaient pas cette mise à jour faite et qui servaient. Alors là, ça a servi, ça servait absolument à tout. L'envoi de spam potentiellement, vous êtes capable d'envoyer 1,3 million de spam, de mails en un clic à travers le monde. Vous êtes capable de vous connecter à un serveur avec 1,3 million de connexions simultanées, ce qu'on appelle l'attaque par déni de service. Autant vous dire qu'en général, il n'y a pas besoin d'avoir 1,3 million de connexions de données pour faire tomber un serveur. Vous êtes capable de faire ce fameux crypto mining, etc. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, un peu le coup de chance, mais on a le droit d'avoir de la chance pour que le serveur soit chez nous et que finalement ce soit assez simple. Maintenant, le jour où il faudrait vraiment opérer, je dirais, l'injection d'un code particulier, on n'aurait pas l'autorisation, indépendamment de l'autorisation d'un État, il faudrait l'autorisation de chaque individu. Et là, ça ne marcherait que, je dirais, en travaillant avec un offre de solutions de sécurité, pour peu que les gens mettent à jour leur logiciel derrière. Peut-être une dernière question dans la salle. Sinon, j'avais une question là pour vous remettre dans votre zone de confort, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous pourrez partager avec nous ce que fait la gendarmerie pour préparer et sensibiliser les enfants? Alors, pour préparer et sensibiliser les enfants, je l'ai évoqué, alors c'est peut-être un moment où il y avait une coupure tout à l'heure. On a déjà ce qu'on a lancé, la gendarmerie en 2010, c'était c'est toujours le fameux permis Internet. Permis Internet qui est pour les classes de CM2. Alors, deux sujets à propos de ce permis Internet. On l'a lancé en 2010, c'est un livret et un DVD. Ça paraît idiot, mais de nos jours, pour trouver dans une classe un lecteur de DVD, ça devient assez compliqué. Donc, on est en train de le voir avec notre partenaire, parce que on fait avec la fondation AXA Prévention. On est en train de le voir pour numériser ça et le rendre plus vivant, et surtout plus pratique d'accès de nos jours, mais surtout de rajeunir déjà ce permis. Quand on l'a lancé CM2, ça nous pensait être l'âge un peu avant le collège. Bon, on se rend compte que maintenant en CM2, énormément d'enfants, alors est-ce que c'est un bien ou pas, je ne sais pas, mais ont déjà non pas un téléphone, mais au moins un tablette ou un accès à un ordinateur, et qu'on est en train d'envisager de réduire cet âge. Là, quand on s'adresse vraiment à
à cette population, je dirais, du primaire, on est vraiment sur, on va pas leur parler de rançongiciel parce que ça va pas leur parler vraiment de grand chose. On est vraiment sur leur dire, attention, sur Internet, il y a des amis, il y a des gens qu'on ne connaît pas et il y a des gens qui pourraient se faire passer pour des amis qui ne le sont pas. On pense notamment à tout ce qui est pédopornographie, mais un cybercriminel n'a pas d'état d'âme pour proposer à un enfant, et ça on l'a vu, un enfant qui a sa tablette, qui va sur une sorte de site d'échange, pourtant avec pignon sur rue, et il lui dit, ben voilà, tu peux avoir un téléphone à 1 euro pour toi, appelle tel numéro, donc ils appellent le numéro gratuit à 3 euros la minute. Ça marche pas, donc l'enfant, comme ça marche pas, il retente. Il va peut-être le faire 40 fois, donc 40 fois 3 euros, vous voyez ce que ça peut donner. Puis après, ils vont dire, est-ce que tu peux me donner le numéro de la carte bleue? Prendre dans la carte bleue de tes parents, donne-moi la photo et on t'enverra les éléments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a quelques années, on n'aurait pas eu en tête, de dire, les jeunes, on les sensibilisait plus sur l'aspect sur Internet. Tout le monde n'est pas gentil, etc. Et on voit qu'on a évolué un petit peu dans ce permis Internet. On a rajouté récemment tout ce qui est, même dès le CM2, l'accès un peu aux réseaux sociaux et tous les défis, vous savez, les défis pour devenir un peu le super-héros, qui sont certains idiots, ça à la limite c'est pas le plus grave, mais certains très dangereux. Et ça, on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui prend de l'importance. Ça, c'est vraiment ce premier aspect. Deuxième aspect, c'est le collège, où là, on a travaillé avec l'association e-enfance au développement d'un espèce de jeu vidéo un peu plus interactif, où là, on s'occupe vraiment de l'aspect cyberharcèlement. Début de protection un peu de ces données propres, et puis les escroqueries. Alors, qu'on essaie de sensibiliser un peu les jeunes aux escroqueries, mais là c'est pareil, on est sur l'escroquerie très orientée sur le jeu vidéo, parce que les jeunes jouent beaucoup aux jeux vidéo, et que c'est pas parce que c'est un jeu vidéo qu'il n'y a pas possibilité de faire des escroqueries. On a des cas où les jeunes se font escroquer pour avoir alors j'y connais pas grand chose, pour avoir des diamants, des armures, des armes. C'est un peu comme voilà, quand on joue avec les cartes Pokémon, il y en a qui escroquaient, c'est pareil, et c'est un phénomène qui prend l'importance. Et puis nous, on part du principe que le jeune de maintenant, enfin celui qui est en primaire maintenant, il sera en collège demain, il sera en lycée, il sera étudiant, et potentiellement c'est un futur élu, c'est un futur dirigeant, etc. Donc l'idée, c'est même d'aller plus loin, et c'est après de poursuivre un peu le processus, comme je l'évoquais tout à l'heure, au lycée, avec un module qui est plus orienté sur le jeune adulte qui a accès à sa carte vitale, c'est le jeune adulte qui a accès à une carte bleue, et ainsi progresser peut-être de plus en plus, pourquoi pas développer éventuellement un module pour les étudiants. Le principe, moi, qui me paraît toujours important, c'est de faire comprendre, et à la fois, quand je parle des jeunes, on essaie de sensibiliser les parents aussi derrière, de façon générale dans les cybermenaces, la cybercriminalité, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, notamment, je pense, à tout ce qui est escroquerie. La plupart du temps, je pense que beaucoup d'entre vous, allez dire, mais comment les gens peuvent tomber dans une escroquerie pareille? C'est un peu le principe de base, c'est que il y a un effet tunnel, il y a un effet où les escrocs jouent sur nos sentiments. Alors, ça peut être la peur, l'ego, l'envie, tout ce qu'on veut. Globalement, la plupart du temps, on est réactif et on ne cliquera jamais sur le lien. Mais peut-être qu'un jour, pas fait comme un autre, ou quelque chose qui est bien fait justement et qui nous touche, on pourra peut-être être amené, quel que soit notre niveau de compréhension d'un phénomène, d'être amené à cliquer et peut-être de tomber dans le panneau. On est vraiment sur de la, je vais dire entre guillemets, quasiment de la guerre psychologique et des capacités des cybercriminels à être très forts, et on le voit nous dans tout ce qui est faux virement. Alors vous avez des entreprises où le faux virement, on est quand même sur des millions d'euros de faux virements faits, où là on joue très souvent sur l'ego de la personne en lui disant, alors ça arrive le vendredi soir, votre patron n'est pas là, je suis l'avocat d'un cabinet, on prend un cabinet célèbre.
l'avocat parle parfaitement français quand parfois il passe quelques coups de fil au téléphone pour mettre un peu une double pression. On dit ça tombe bien, il sait que le patron n'est pas là, c'est pas très compliqué. La plupart du temps, le patron a mis un message d'absence, donc il suffit d'avoir fait un test et puis on se rend compte que le patron était absent. Et les gens sont amenés un petit peu dans un effet tunnel. Je n'ai confiance qu'en vous. Voilà, n'en parlez pas. On est en train de faire une fusion-acquisition qui est encore secrète, mais il faut faire un virement de fonds. Tout paraît assez crédible. L'histoire est assez crédible. Alors souvent, c'est parce qu'en fait, les gens ont donné les informations et finalement, dans le mécanisme, on a l'impression que c'est l'autre qui leur a donné les informations. Ou, chose encore plus dommage, c'est que la quasi-totalité des informations est intégralement visible sur le site corporate de l'entreprise et que voilà, en général, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver l'information. Oui, quand on l'a pas là, on va sur LinkedIn. Et très souvent, quand les gens font l'opération, bon, après, ils voient bien qu'il y a un problème parce qu'en général, la conversation se coupe, il y a plus d'échange. Les gens disent, au moment de faire le virement, je vois qu'il y a quelque chose qui est pas clair et pourtant je le fais. Donc c'est pour dire voilà, ça peut arriver à tout le monde. Je suis parti un petit peu loin des jeunes, mais c'est pour vous dire que dans l'esprit de tout le monde, il y a un jeune qui sommeille. Merci beaucoup. Alors, clôture de cette présentation. Mon colonel, quand je vois le nombre de personnes encore présentes en distanciel, je pense que si nous ne sonnons pas la fin de cette conférence, vous serez encore là d'ici quelques heures. Vous avez été particulièrement intéressant. Tous les sujets que vous avez abordés sont extrêmement clairs. Vous avez permis de nous donner beaucoup d'informations sur des choses que nous connaissions, mais aussi d'attirer notre attention sur certainement beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Je dois dire que au nom de 3AED, IHEDN et de l'Association de l'armement terrestre, nous vous remercions pour cette conférence et je crois qu'aucun des participants ne regrettera d'avoir passé ce temps avec vous et nous étions prêts à passer encore plus de temps. Mais il faut que nous vous libérions. Vous avez très certainement beaucoup d'autres choses à faire. Merci encore au nom de nos deux associations. Merci, mon colonel. Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci. Merci.